Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous virtuellement aujourd'hui en live. Donc, je suis Nathalie Sarabesso, la présidente du conseil départemental. Je suis masquée parce que je ne suis pas seule dans la pièce où je suis. Mais voilà, je suis ravie d'être avec vous. Je suis accompagnée pour ce Facebook Live de Thomas Gentil, qui est directeur d'études à l'Institut CSA. Et nous allons donc vous présenter le baromètre de l'opinion des Finistériennes et des Finistériens. C'est une étude que nous avons décidé d'engager au conseil départemental depuis 2003 et que nous renouvelons depuis. Alors, au départ, c'était tous les ans, ensuite tous les 2 ans, pour connaître l'opinion assez générale des Finistériennes et des Finistériens sur leur vie quotidienne, mais aussi plus largement sur le monde qui les entoure, à tout niveau, de l'échelle très locale à l'échelle nationale, européenne, voire davantage. C'est le 12e baromètre que nous présentons et ça nous donne cette longévité, une visibilité sur l'évolution également des attentes, des besoins, des préoccupations des Finistériennes et des Finistériens. Les questions qui sont posées ne sont pas seulement des questions qui concernent le conseil départemental du Finistère, bien entendu, ou les missions du conseil départemental du Finistère. Il s'agit de questions beaucoup plus larges. Et c'est pour nous un outil qui vient s'ajouter aux outils ou aux propositions que nous avons en termes de consultation, de concertation, de co-construction des politiques publiques, que ce soit lors des schémas, lors de la construction de projets. Nous avons à cœur la participation des habitantes et des habitants, puisque notre motivation, c'est plus le faire avec que seulement le faire pour. Et ce baromètre nous permet de le faire également. Et puis, ça nous donne un peu une idée de la connaissance que les habitantes et les habitants de ce département ont des politiques publiques. Et ça nous permet ensuite de cibler aussi notre communication, puisqu'il est important que chacune soit informée des politiques publiques menées pour le département pour simplement avoir accès à des soutiens, à des appuis à des projets ou à un problème lors de sa vie quotidienne. Cet accès aux politiques publiques est important et cette connaissance nous permet de cibler nos moyens d'action pour la faire connaître. Ça crée de la proximité et ça nous permet de créer et d'améliorer en fait des services publics, de créer des services publics de qualité et de les améliorer lorsqu'ils existent, en connaissant mieux les habitudes des habitantes et des habitants, leur environnement et leurs attentes. Et donc, plus globalement, ça nous permet de contribuer, je pense, à améliorer la qualité de vie en Finistère, d'autant qu'évidemment, ce baromètre est public et que les éléments d'information qu'il apporte peuvent être saisis par d'autres pour d'autres sujets, pour d'autres politiques publiques. Donc, je vais à présent passer la parole à Thomas Gentil pour qu'il nous fasse la présentation de ce résultat de cette enquête auprès des Finistériennes et des Finistériens. Vous précisez simplement que nous avons aussi l'habitude, lors de ces enquêtes, de poser une question d'actualité. Donc, vous ne serez pas étonnés de voir que la question d'actualité, évidemment, en 2020, c'était la question de la crise sanitaire. Donc, je passe la parole à Thomas Gentil. Vous pourrez, pendant tout le temps, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire ça, vous pourrez évidemment, pendant tout le temps de la présentation, poser vos questions sur le chat et nous y répondrons dans un second temps. Monsieur Gentil, c'est à vous. Merci Madame la Présidente et bonjour à tous. Je vais vous du coup présenter maintenant les résultats effectivement de l'Observatoire de l'opinion du Finistère édition 2020. Donc comme l'a indiqué Madame la Présidente, il s'agit effectivement d'une étude qui existe depuis de nombreuses années, qui est réalisée à chaque fois dans les mêmes conditions pour permettre une étude des évolutions de l'opinion du Finistère sur le temps plutôt long. Techniquement, cette étude, c'est un sondage représentatif réalisé par téléphone que moi-même et l'Institut CSA que je représente ici avons réalisé sur la période du mois d'octobre. Il s'agit donc d'un sondage représentatif auprès d'un échantillon de plus de 1000 Finistériens âgés de 18 ans et plus. Cet échantillon est représentatif sur des critères de sexe, d'âge, de profession de l'individu, après stratification par pays et catégorie d'agglomération. C'est
Tout ceci, en fait, sont des critères de représentativité de l'échantillon que nous mettons en place pour nous assurer qu'effectivement, nous disposons bien d'un échantillon qui soit représentatif de toute la diversité de la population finistérienne. Et donc, ces résultats ont été, cette enquête a été réalisée par téléphone au mois d'octobre. Petit point, effectivement, sur cette date, c'est important de le rappeler. Le mois d'octobre, on était à ce moment-là encore avant le deuxième confinement. Il y avait certaines mesures de couvre-feu qui existaient dans les grandes agglomérations, mais jusqu'à la fin du terrain que nous avons réalisé donc au mois d'octobre, on avait effectivement une population finistérienne qui était plutôt épargnée par rapport aux mesures de restriction de liberté de mouvement. Je vais donc vous présenter les résultats qui s'orchestrent autour de 4 parties. Une première partie, tout d'abord, où on fait un petit peu le point sur l'état d'esprit des Finistériens, le diagnostic qu'ils ont par rapport aux années qu'ils ont passées, et puis aussi leur opinion par rapport à l'avenir. Dans un deuxième temps, on va voir un petit peu le jugement qu'ils font de façon concrète sur leur environnement dans le Finistère, sur leur cadre de vie. Dans un troisième temps, comme l'a indiqué Madame la Présidente, cette année, on a souhaité faire un petit focus particulier sur la question de la crise sanitaire. Ça paraissait vraiment évident qu'il faille interroger les Finistériens sur cette question pour savoir comment ils l'avaient vécu. Et puis enfin, dans un dernier temps, savoir quelles étaient leurs nouvelles priorités et quels sont leurs souhaits en matière d'orientation de politique publique. Donc tout d'abord sur cette question un petit peu de l'état d'esprit des Finistériens. Ce qu'on a pu mesurer, nous, cette année, donc encore une fois, le terrain a eu lieu juste avant le premier confinement, on a mesuré tout de même des Finistériens plutôt optimistes sur leur situation et également sur celle de leur environnement proche. En effet, on leur a posé une question tout d'abord de poser un constat sur les 2 années qui venaient de se passer pour savoir si leur situation personnelle, mais également celle du Finistère, de la Bretagne, de la France et de l'Europe, donc comme ça, des échelles qui sont de plus en plus lointaines. Est-ce qu'au cours des 2 dernières années, la situation s'était améliorée, détériorée ou restée stable? Et ce qu'on observe, c'est que pour la majorité des Finistériens, 59%, la situation est restée stable et pour 19%, elle s'est améliorée, alors qu'à contrario, pour 21%, donc de l'ordre de 1 sur 5, cette situation s'est détériorée. En soi, il s'agit d'un résultat qui n'est pas excessivement positif, mais qui est tout de même plutôt bon. Mais ce qui est là vraiment intéressant, et c'est ce que vous voyez indiqué par la petite flèche verte et le chiffre qui est entre parenthèses, c'est que ce résultat est nettement meilleur que celui que l'on mesurait il y a 2 ans, donc en 2018. En effet, à l'époque, il y avait seulement 52%, donc la moitié à peu près, qui estimaient que la situation était stable, contre 30% qui estimaient qu'elle se détériorait, alors que maintenant, ils ne sont plus que 21%. Donc, du point de vue de la situation personnelle, les Finistériens font un constat un peu moins négatif, voire plus positif même qu'il y a 2 ans. Ce constat légèrement plus positif, il est encore plus clair lorsqu'il nous parle de la situation du Finistère dans son ensemble, où là, les 2 tiers indiquent que la situation est stable et 15% qu'elle s'est améliorée, alors qu'à l'inverse, ils ne sont que 15% à estimer qu'elle s'est détériorée. Là encore, vous voyez des résultats qui sont quand même nettement meilleurs que ceux qu'on avait pu mesurer il y a 2 ans. Et de la même manière, quand on parle de la Bretagne, de manière générale, des résultats plutôt positifs et nettement meilleurs que ceux que nous mesurions en 2018. A contrario, quand on leur parle de l'évolution de la France ou de l'Europe, donc des zones géographiques un petit peu plus lointaines, le constat est clairement beaucoup plus négatif. On est de l'ordre des 2 tiers, voire les 3 quarts même, qui estiment que la situation s'est détériorée. Et il est non seulement négatif, mais il est encore plus négatif qu'il y a 2 ans. Donc, de ce point de vue-là, vraiment des évolutions qui sont à la fois contraires et qui, en plus, s'accentuent dans le temps. Si on regarde cette question de la situation du Finistère, donc celle que vous voyez encadrée ici, et si on regarde vraiment dans le temps ce qu'il en est de la réponse des Finistériens à cette question,
vous le voyez ici, ce qu'on observe, c'est que ce constat qu'il dresse cette année, non seulement est meilleur que celui de l'an dernier, mais il est nettement meilleur que celui qu'on avait en 2014 ou même en 2012. On retrouve en fait une situation qui est à peu près similaire à celle qu'on avait à peu près dans la période de 2007 ou 2008. Et donc, on a pu voir sur les dernières années une situation qui était jugée comme étant plutôt négative. Donc, 2018, on était déjà sur une chose plutôt positif, mais 2014, par exemple, c'était une vague qui avait été réalisée un an après le mouvement des bonnets rouges et on avait vraiment un sentiment que la situation était assez négative, ce d'autant plus qu'il y avait une crise économique qui était assez nette dans le pays. Donc, vraiment une situation qui s'améliore assez nettement. Maintenant, si on leur pose la question de l'avenir, de savoir non pas seulement comment est-ce que vous imaginez que ça s'est passé au cours des 2 dernières années, mais comment est-ce que vous pensez que ça va se passer à l'avenir? Eh bien là, ce qu'on note, c'est que les Finistériens sont nettement majoritairement optimistes. Optimistes pour leur situation personnelle, ils sont 72% à nous déclarer être assez ou très optimistes, mais également pour le Finistère, 70%, et de la même manière à peu près pour la situation de la Bretagne. Et là encore, vous voyez, ces scores sont nettement meilleurs que ceux qu'on avait en 2018, plus 15 points de part de personnes qui sont optimistes pour leur situation personnelle, plus 12 points pour le Finistère et plus 7 points pour la Bretagne. On parle souvent des marges d'erreur dans un échantillon d'un sondage représentatif. Les marges d'erreur, elles sont de l'ordre de 2 à 3 points en général. Là, ça signifie qu'on est largement au-delà de la marge d'erreur et ces résultats indiquent véritablement une évolution extrêmement positive et donc un optimisme qui va croissant dans l'opinion finistérienne et qui est même nettement majoritaire. Et là, de manière assez similaire à ce qu'on a pu voir sur le constat qui a été fait sur les 2 précédentes années, l'optimisme n'est vraiment pas de mise en ce qui concerne la France ou l'Europe, où là, vous avez les 3/4 à peu près des répondants qui estiment qu'ils sont plutôt pessimistes. Et là aussi, cette évolution est encore plus négative, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont pessimistes. Et donc, vous voyez cet écart qu'on voit entre la situation personnelle des Finistériens et des Bretons sur leur territoire par rapport à celle qu'ils font pour la France et pour l'Europe. Il y a une véritable opposition, déchirement là-dessus. Et cette dichotomie, on va dire, dans le diagnostic qu'ils font, elle a toujours existé. Je ne vais pas vous dire ici que c'est la première fois qu'on le mesure, mais elle n'a jamais été aussi importante. On mesure cette question depuis de nombreuses années et c'est vraiment la première fois qu'on voit un écart aussi grand entre l'opinion qu'ils ont, l'optimisme qu'ils ont par rapport à leur territoire et le reste de la France et de l'Europe. Et ça montre un petit peu quand même qu'ils ont la perception d'un territoire privilégié, qu'il s'agisse du Finistère, mais également de manière un petit peu plus large de la Bretagne. Donc des Finistériens globalement positifs. Ce cadre de vie, justement, on leur a demandé ensuite différentes questions sur une trentaine de dimensions, de savoir s'ils étaient satisfaits ou pas de ces dimensions-là dans leur vie actuelle dans le Finistère. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler de questions sur des politiques publiques qui seraient menées par le département du Finistère, mais il s'agit de savoir si les Finistériens sont satisfaits de ce qui se passe actuellement dans le Finistère. Et ce qu'on voit, c'est que le cadre de vie des Finistériens est vraiment un aspect qui les satisfait au plus haut point. Ils sont 95% à en être satisfaits, dont 61% tout à fait satisfaits. C'est difficile d'aller un petit peu plus loin. Donc vraiment des Finistériens ravis de l'endroit où ils habitent. Ils sont également ravis de questions plus terre à terre, comme la question de l'accessibilité par la route, la présence des services de secours et d'incendie, le développement du tourisme. Ils sont satisfaits sur de nombreuses dimensions, l'accès au sport, la préservation du patrimoine, la préservation du paysage, du littoral, mais également l'accès à la culture est un aspect qui leur plaît effectivement beaucoup. Il y a un aspect parmi ces dimensions qui sont les plus satisfaisantes, qui est un petit peu en recul, c'est la question de l'accès aux bibliothèques, médiathèques. Mais là, on peut quand même supputer que, avec les restrictions qu'on a pu avoir sur toute l'année, effectivement, l'accès a été un petit peu plus compliqué. Autre dimension qui progresse en revanche parmi ces dimensions qui sont déjà parmi celles qui sont les plus satisfaisantes, il y a la question des déplacements du quotidien, où on voit que 82% sont satisfaits alors qu'ils étaient 75% en 2018. Et c'est effectivement une dimension
dont on reparlera un petit peu plus tard au sujet des aménagements, de ce qui s'est passé avec le confinement et avec la crise sanitaire. Mais sur cette question des déplacements du quotidien, en effet, des Finistériens plus satisfaits. Autre aspect qui est assez intéressant de noter, c'est qu'en cette année de crise sanitaire majeure où l'accès à la santé n'a jamais été aussi important, et bien sûr, cette dimension-là, les Finistériens sont davantage satisfaits que dans le passé. Ils sont 70% à être satisfaits alors qu'ils étaient 64% précédemment. Donc vraiment quelque chose qui est effectivement très, très satisfaisant et qu'il faut souligner ici. Autre aspect donc, qui est satisfaisant, il y a la répartition géographique des collèges, la question de la qualité des collèges qui est importante pour notamment un département puisque ça relève de sa compétence directe. L'accessibilité du Finistère par le train qui progresse 64% versus 59%. Le fait que cette question de l'accessibilité du Finistère par le train progresse est peut-être à voir avec, à l'inverse, la question de l'accessibilité du Finistère par l'avion qui, elle, recule en une année où ça a été extrêmement compliqué pour le transport aérien. Peut-être que justement ce côté rail terre à terre qui continue à fonctionner quand même, avec un niveau moindre, mais qui continue à fonctionner pendant le confinement, peut-être que ça peut expliquer cela. Seule dimension sur laquelle on voit effectivement un recul dans ces batteries d'items ici, c'est la question de l'offre d'enseignement supérieur et peut-être que les limites de déplacement qu'on a pu avoir cette année jouent un rôle sur cet aspect-là. Concernant une autre dimension qui progresse et qui nous paraît particulièrement intéressante à analyser ici, c'est le développement de l'économie collaborative et solidaire. On a pu voir pendant le premier confinement des mesures d'entraide, des mesures d'économie locale et collaborative qui ont pu fonctionner. Et ici, on voit que c'est justement un aspect qui est apprécié et qui, en tout cas, suscite davantage de satisfaction que par le passé. Enfin, dans les dimensions qui satisfont le moins, ou du moins qui divisent le plus, on peut voir qu'en cette année, tout ce qui a été politique à destination de l'enfance et des parents en difficulté ont moins satisfait. C'est là, pour le coup, quelque chose d'assez logique. Il y a eu effectivement, pendant le premier confinement, beaucoup de communication sur cet aspect-là, avec des enfants qui pouvaient être remis dans leur foyer, alors que, par exemple, ça avait été compliqué, avec des systèmes d'aide sociale qui n'étaient plus aussi opérants qu'en période normale. Et donc, sur ces dimensions-là, la protection de l'enfance, on voit qu'il y a une satisfaction moindre, 58% versus 67% en 2018. Sur la question de l'accompagnement des parents en difficulté, où vous voyez quand même de nombreuses personnes n'arrivent pas à se positionner parce qu'ils n'ont pas forcément d'avis là-dessus, mais pour ceux qui ont pu s'exprimer, il y a quand même un chiffre un petit peu plus faible que par le passé. Et puis, tout bêtement, sur la question de l'accueil et des modes de garde pour les enfants de moins de 3 ans, un recul net de 55 à 52%, puisqu'effectivement, pendant, par exemple, le premier confinement, les parents n'ont plus pu avoir recours à des modes de garde pour garder leurs enfants. Il y a tout de même un aspect qui est particulièrement intéressant à souligner ici, alors que la question de l'isolement des personnes âgées a été vraiment très important pendant ce premier confinement et que c'est encore le cas en partie dans les EHPAD. Sur la dimension de l'accompagnement et des aides aux personnes âgées, on a eu une augmentation de la satisfaction des Finistériens sur cette problématique par rapport à ce qui se passait dans le département. Donc de 55%, on était à 49%, on arrive à 55%. En revanche, un point qui recule et pour lequel on n'a pas nécessairement de raison à invoquer pour l'expliquer, sur la question de la défense et de la promotion de la langue bretonne. Un aspect particulièrement important, effectivement, pour votre territoire et votre culture. On a une satisfaction qui recule de 65 à 58%. Donc voilà, une fois qu'on a vu toute cette question un petit peu de satisfaction sur le cadre de vie des Finistériens, où on note quand même une satisfaction très nette par rapport au cadre de vie et à l'accès aux principales offres, on a souhaité aller un petit peu plus en détail pour savoir comment les Finistériens avaient vécu cette crise. Et ce qu'on a pu observer, c'est que la crise sanitaire a vraiment eu un impact sur l'immense majorité des Finistériens,
mais que cet impact n'a pas que des choses négatives, n'a pas que produit des résultats négatifs. Il y a aussi eu des comportements vertueux dans plusieurs domaines, et c'est ce qu'on va vous présenter ici. Donc une crise en somme qui a amené également des choses très positives. Pour l'aspect négatif, tout d'abord, on a voulu savoir qui avait été impacté par la crise du coronavirus dans le Finistère. On leur a posé, en fait, pour avoir cette mesure-là, on leur a posé la question de savoir s'ils avaient été impactés sur leur morale, s'ils avaient été impactés au niveau de la scolarité de leurs enfants, s'ils avaient été impactés au niveau de leur situation financière avec potentiellement une baisse de pouvoir d'achat, s'ils avaient été impactés avec la prise en charge de personnes âgées dans leur entourage, au niveau de leur situation professionnelle, potentiellement une perte d'emploi ou du chômage partiel, et puis enfin sur la question de la santé. Pas nécessairement qu'ils aient eux-mêmes contracté le virus, mais qu'ils aient pu avoir des délais dans des prises de soins, des choses de la sorte. Et au global, si on fait la somme de toutes les personnes qui ont été impactées par au moins une de ces dimensions-là, eh bien, c'est plus des 3/4 des Finistériens, 77%, qui déclarent avoir été impactés. C'est principalement le cas auprès des parents, mais également auprès des femmes et auprès des personnes qui résident dans le pays du centre-ouest Bretagne. La dimension sur laquelle les Finistériens ont été le plus impactés, c'est celle du moral. Globalement, à peu près un Finistérien sur deux nous déclare qu'effectivement, cette crise du coronavirus, ça les a impactés sur le moral. Ensuite, d'un côté, pardon, extrêmement pratique. Ce qui a été un facteur extrêmement fort d'impact, ça a été la scolarité des enfants pour les parents. Au global, 1/3 des Finistériens disent avoir été impactés. Et si on pose la question uniquement aux parents, c'est 75% d'entre eux qui ont été impactés par cet aspect-là. Donc vraiment, sur cette dimension des parents qui ont dû lourdement, enfin fortement s'adapter. Sur la question de la situation financière, là aussi, tout de même, 29% déclarent qu'effectivement, ils ont eu une baisse de pouvoir d'achat, un chiffre qui atteint même 35% auprès des actifs. Enfin, sur la question de la prise en charge des personnes âgées, de la situation professionnelle, on est à peu près sur un Finistérien sur 5 qui ont également été impactés sur cette dimension. Et puis sur la santé, 11%, donc un chiffre qui est un petit peu plus important auprès des Finistériens les plus âgés. Vous le voyez ici, ça représentait 14% parmi les 50 ans et plus. Donc on le voit, hein, une crise qui a eu un impact sur la très grande majorité de la population finistérienne. Et derrière, on a voulu savoir de manière un petit peu plus concrète s'ils avaient eu besoin d'aide financière. Parce qu'on l'a vu, il y a près de 3 sur 10 qui ont eu des problèmes de baisse de pouvoir d'achat. Mais est-ce que derrière, ils ont eu besoin d'aide financière pour pallier à ces problèmes financiers? Eh bien, tout de même, 5% des Finistériens, un score qui est un petit peu plus important auprès des ouvriers des moins de 35 ans, vous le voyez, 11%. Ils sont quand même un certain nombre, en effet, à avoir eu besoin d'une aide financière pour réussir à passer le coup, pour payer des loyers, pour se payer à manger. Du point de vue géographique, on observe effectivement certaines disparités. Si le chiffre est de 5% sur l'ensemble du Finistère, ce chiffre est un peu plus important, 10%, dans le pays du centre-ouest Bretagne, alors qu'à l'inverse, dans le pays de Cornouailles, il est a priori seulement de 3%. Donc effectivement, un impact économique qui a été lourd. Mais ce qui est extrêmement positif de notre point de vue, de la façon dont on a analysé le sondage, c'est que face à cette situation de crise et de détresse qu'ont connue certains, il y a eu un élan de solidarité bien plus large. Et ils sont en effet bien plus nombreux à avoir fait preuve de solidarité. On leur a demandé qui avait participé, donc aux 1000 personnes qu'on a interrogées, on leur a demandé qui avait déjà participé à des actions d'entraide pendant la crise sanitaire. Donc ça pouvait être de l'aide de voisinage, de l'engagement dans des associations de solidarité. Et ils sont 37%, donc plus d'un tiers, ça représente quand même un chiffre et une proportion vraiment importante, à déclarer avoir de soi-même participer à des actions d'entraide et donc tenter d'aider son voisin, d'autres personnes au travers d'associations. Ce chiffre de 37% qui est en soi déjà important, on voit qu'il a été encore un petit peu plus élevé auprès des femmes, notamment 45%, et des personnes qu'on appelle CSP+, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles supérieures, donc des cadres, des libéraux, des professions intermédiaires également. Au niveau, en revanche, géographique, ce qu'on a pu voir, c'est que cette entraide, elle a été homogène sur l'ensemble du territoire, et ça, c'est quand même un aspect particulièrement positif.
Autre dimension plutôt positive, nous, qu'on a pu tester, c'était la question de la consommation de produits locaux. Et ce qu'on a relevé, c'est que le confinement avait accéléré la consommation des produits locaux. De base, les Finistériens consomment, ils sont très nombreux à consommer des produits locaux. On leur a posé la question, ils sont 82% à déclarer consommer beaucoup de produits locaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont près de la moitié, 49%, à déclarer avoir encore plus consommé de façon locale pendant le confinement et que parmi ces 49%, donc la moitié à peu près, ils sont 4 sur 10, 39%, à déclarer que depuis le confinement, eh bien, ils ont continué à consommer encore davantage de produits locaux. Donc un confinement qui a accéléré effectivement la consommation de produits locaux, ce qu'on peut voir effectivement comme étant une chose vertueuse parce que consommer local, effectivement, c'est quelque chose de plus positif. Donc, davantage de solidarité, davantage de consommation locale. Et un troisième aspect sur lequel on voit des conséquences positives à ce confinement et à cette crise sanitaire, c'est qu'il y a aussi des intentions d'usage de modes de déplacement plus doux. Effectivement, on leur a demandé si le confinement avait modifié leurs pratiques de déplacement au quotidien et si du coup, à l'avenir, ils envisageaient davantage d'avoir recours à des modes de déplacement doux ou collectifs. Et ils sont près de 7 sur 10, 69%, à nous avoir déclaré qu'effectivement, ils envisagent, alors ce n'est pas quelque chose d'encore observable, hein, mais ils envisagent d'utiliser davantage un de ces modes de déplacement pour leur trajet au quotidien à l'avenir. Ces modes de déplacement qu'on a pu tester, c'était la marche, le vélo, les transports en commun et le covoiturage. Dans le détail, c'est principalement la marche que les Finistériens nous ont déclaré vouloir davantage avoir recours. C'est 58% qui déclarent la marche, mais c'est également près de 3 sur 10 qui déclarent vouloir davantage faire du vélo. 20% également déclaraient vouloir davantage prendre les transports en commun, un chiffre qui atteint même 36% auprès des plus jeunes, des moins de 35 ans. Et puis, c'est également sur cette question du covoiturage, avec quand même 18% qui estiment davantage avoir recours à ces modes de déplacement. Donc, on voit quand même des conséquences face à cette crise, des conséquences positives, à une population finistérienne qui s'est montrée solidaire et puis qui également veut se montrer responsable par rapport à ces dimensions de consommation et de comportement citoyen. Vous le voyez hein, dans tout ce qu'on peut voir et par rapport au comportement qu'ils ont mis en place et qu'ils envisagent de mettre davantage en place, on voit bien que l'environnement est un aspect important. Et en effet, on a posé la question de savoir quelles étaient les nouvelles priorités pour les Finistériens. Et ce qui ressort, c'est que l'environnement est la nouvelle priorité des Finistériennes et Finistériens post-confinement. On leur a posé la même question qu'on avait posée en 2018 pour savoir parmi les domaines suivants, quels étaient ceux qui devaient être considérés comme prioritaires pour le Finistère. Donc, on avait listé une liste d'items qui avaient été déjà posés en 2018 et qui concernaient donc l'environnement, l'économie, la protection des personnes fragiles et d'autres dimensions comme l'accès à Internet, des choses comme ça. Et traditionnellement, ça a toujours été cette question de l'emploi et du développement économique qui arrivait en première position. Vous le voyez sur la droite, en 2018, c'était cette dimension-là qui arrivait en première. Eh bien, cette année, de manière quand même très symbolique, hein, on voit que la préservation de l'environnement arrive en première position à 49%, alors que l'emploi et le développement économique, il ne dégringole pas, hein, il est à peu près au même niveau, mais tout de même, il est très légèrement derrière à 48%. Cette question de la montée en puissance dans les préoccupations des Français de l'environnement, c'est quelque chose qu'on a pu observer au niveau national. C'est quelque chose qui est monté lentement en 2019 avec notamment les manifestations pour l'environnement, les prises de parole de Greta Thunberg. En France, la mise en place de la convention dont on parle actuellement pour le climat. Et c'est vraiment quelque chose qui est monté en puissance et qui perdure également actuellement. Et là, on le voit, c'est quelque chose qui, auprès des Finistériens, est toujours parmi les préoccupants, est toujours là et même obtient la première place. Et c'est, je pense, particulièrement intéressant parce qu'on est là, l'enquête a eu lieu en octobre, on était en train d'imaginer qu'il y avait potentiellement un nouveau reconfinement. On entendait parler des plans sociaux qui étaient là et il y a quand même une forte pression pour
que justement cet aspect économique soit la priorité numéro un, qu'il faut absolument relancer, et bien malgré ce climat économique assez négatif, on voit que la préservation de l'environnement est la première préoccupation des Finistériens et c'est vraiment important de le souligner ici. Ce qui arrive ensuite comme priorité de deuxième rang, mais tout de même particulièrement important, c'est la question de l'accompagnement des plus fragiles et l'accompagnement de la jeunesse. C'est des préoccupations qui restent très importantes pour les Finistériens et c'est particulièrement important par rapport à ce qu'on vient de voir sur justement ces questions, par exemple, de la protection de l'enfance et de l'isolement des personnes âgées qui sont des personnes à protéger. Et c'est du coup des aspects sur lesquels les Finistériens, effectivement, du coup, veulent qu'il y ait des choses qui soient faites. Ensuite, on retrouve d'autres priorités, comme par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, les transports. Et là, un autre aspect qui monte cette année et qui est important de souligner, c'est cette question de l'accès à une connexion Internet de qualité, où on voit que cette préoccupation a grimpé de 24 à 28%. C'est une dimension sur laquelle, dans le Finistère, il y a une satisfaction en plus qui est un petit peu différente selon qu'on habite dans une grande ville ou dans une zone plus reculée. Et c'est une dimension qui monte en priorité cette année, alors même qu'avec le télétravail qui devient un petit peu la norme, effectivement, la question d'une connexion Internet de qualité à la maison devient de plus en plus importante. Autre dimension qui progresse encore cette année, c'est celle de la préservation du patrimoine culturel du Finistère, un aspect qui effectivement est particulièrement important, alors qu'on note curieusement cette année que sur la dimension de la protection et de la promotion de la langue bretonne, il y a un recul de la satisfaction. Donc face à cette priorité que fixent les Finistériens sur la préservation de leur environnement, on a voulu savoir s'ils estimaient que les collectivités territoriales, et là on parle des collectivités territoriales dans leur ensemble et pas uniquement du département du Finistère, on parle des communes, des groupements de communes du département, mais des départements aussi et des régions, savoir si, d'après les Finistériens qu'on a interrogés, s'ils estimaient qu'on avait suffisamment intégré la transition écologique dans leurs projets et leurs actions. Et ce qu'il en ressort, c'est que de manière assez nette, à 59%, ils estiment qu'il n'est pas fait suffisamment. Donc derrière, justement, pour essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire davantage, on leur a posé la question de savoir du coup quelles étaient les priorités pour préserver l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Et la priorité numéro 1 qu'ils fixent, c'est cette question de la réduction des déchets à 45%. Derrière vient la question de la rénovation du logement et l'isolation thermique, la protection et la préservation de la qualité de l'eau en troisième position. Et donc là, ce trio de tête, réduction des déchets, isolement thermique, protection et préservation de la qualité de l'eau, c'est les trois priorités en matière d'environnement, on va dire, pour les Finistériens. Derrière, ils citent d'autres choses comme le développement d'une alimentation de proximité, la protection des milieux naturels et puis les différents autres aspects qu'on a pu tester. Voilà, donc pour conclure, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans un contexte un petit peu morose, nous, on a relevé des signes d'optimisme assez nets auprès de la population du Finistère, qui est globalement satisfaite de son cadre de vie, mais qui a quand même traversé une crise importante qui l'a largement impactée. Mais en même temps, cette crise, elle a suscité des comportements d'entraide, des comportements de consommation davantage vertueux, et ça répond à la prise de conscience des Finistériens, à la fois sur la question de leur territoire et du vivre ensemble, mais également la prise de conscience de l'environnement qu'ils fixent comme étant justement la priorité numéro 1 pour les Finistériens. Donc voilà pour cette présentation des résultats. On est disponible maintenant si vous avez des questions. On a présenté les résultats de manière un petit peu condensée pour pouvoir tenir dans le temps, mais on est à votre disposition si vous avez des questions. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors effectivement, il y a des questions qui ont déjà été posées sur le chat. Alors j'ai deux premières questions. Une qui est plutôt pour vous, Monsieur Chantier, donc je vous la donne et ensuite je vous laisse comme ça un petit peu de temps pour réfléchir à la réponse. La question est, on dit souvent que les Français sont parmi les plus pessimistes au monde. Comment expliquer l'optimisme des Finistériens? Et le temps que vous répondiez, que vous
vous construisiez votre réponse. Je vais répondre moi, à une autre question qui m'a été posée plus directement concernant l'environnement qui est devenu, vous l'avez dit, on l'a vu dans la présentation, la priorité numéro 1 des Finistériennes et des Finistériens. Donc, que fait le département dans ce domaine? Évidemment, je ne serai pas exhaustive, ce n'est pas l'objectif, et puis ce serait un petit peu long. Simplement, je voulais vous dire que le conseil départemental est engagé dans ces sujets environnementaux et plus globalement dans les questions de développement durable depuis très longtemps, puisque le premier agenda 21 du département remonte au début des années 2000. C'est une attention particulière que nous avons à ces sujets environnementaux. Certains relèvent de nos compétences directes, et puis d'autres de nos manières de faire. Donc, les compétences directes, il y a par exemple les compétences en matière d'espace naturel sensible, puisque nous sommes compétents en la matière, nous achetons de nombreux espaces pour préserver l'environnement. Nous sommes aussi actifs dans les politiques de l'eau, mais aussi dans le quotidien des Finistériennes et des Finistériens sur des sujets extrêmement pratiques comme des bilans énergétiques pour les ménages dans les logements. Donc nous sommes engagés sur ces sujets, nous avons une action qui est reconnue. Nous avons en 2019 eu l'occasion de développer encore un peu plus cet engagement-là, puisque nous avons choisi de prévoir une charte pour un engagement pour les 30 prochaines années dans le Finistère. Une charte qui s'appelle « Le Finistère s'engage pour l'environnement » et qui reprend l'ensemble des propositions que nous avons d'ores et déjà posées, mais qui pourront bien évidemment être amendées au fil de temps. Nous avons identifié 6 enjeux principaux dans cette charte. La question du foncier, donc de la terre, du terrain, des terres agricoles, la question de l'eau, et nous avons engagé un nouveau projet qui s'appelle Finistère eau potable 2050, qui a pour objectif de sécuriser évidemment l'accès à l'eau potable dans un contexte de changement climatique. Autre enjeu, la biodiversité, la neutralité carbone, les déchets et la déplastification, et puis le numérique. Donc voilà les sujets que nous avons identifiés. Nous en avons abondamment parlé lors de la journée de l'environnement, de la conférence de l'environnement, pardon. Donc c'est une conférence qui est organisée chaque année et qui avait une ampleur un peu spécifique en 2019. Nous avons reçu notamment Gilles Boeuf et Rob Hopkins qui nous ont présenter des pistes et des voies pour nous permettre d'avancer sur ces sujets-là. Le département du Finistère, c'est aussi 9000 km de rivières, des sentiers de randonnée qui sont aménagés et gérés, soit directement, soit indirectement par d'autres collectivités, 2600 km de sentiers de randonnée, un littoral, on sait, le plus long littoral de France pour un département, et beaucoup de zones humides. Et je parlais tout à l'heure des espaces naturels sensibles, donc des espaces naturels sensibles qui se sont notablement accrus, puisque nous avons à présent 4500 hectares d'espaces ainsi acquis et protégés en Finistère, avec un rythme d'acquisition d'à peu près 140 hectares par an. Et puis, la question de l'eau, puisque c'est une question importante en Bretagne, vous dire simplement que grâce à la mobilisation collective sur les sujets de l'eau et de l'action des uns et des autres, nous avons 70% des masses d'eau qui sont en bon état dans le Finistère, ce qui peut paraître peu, mais quand on voit le résultat d'autres départements qui sont à 2 ou 3% de masse d'eau en bon état, nous pouvons dire que notre action collective a été efficace. Et puis, nous agissons aussi pour sensibiliser à ces sujets, et je parlais de l'agenda 2021 du département. Avec les collégiennes et les collégiens, nous avons aussi une action spécifique en la matière pour que, évidemment, tout cela traverse les générations et que cette préoccupation qui est, on disait, la priorité numéro 1 des Finistériennes et des Finistériens trouve une traduction concrète dans les politiques publiques, mais aussi dans le quotidien des uns et des autres. Sur la question des Français les plus pessimistes du monde et des Finistériens, donc les plus optimistes de France, peut-être, avez-vous une réponse?
Je voudrais juste d'abord souligner une chose, c'est qu'on parle toujours des Français qui sont extrêmement pessimistes. Ce chiffre qui est souvent mis en avant concerne en général le pessimisme pour le pays et pas le pessimisme pour la situation personnelle. Vous l'avez vu ici, il y a une très nette différence entre l'optimisme qu'ils ont pour eux-mêmes et pour le pays, et encore plus pour l'Europe. Cette situation-là, elle existe aussi quand on interroge les Français de manière générale. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on est quand même sur une part d'optimisme vraiment haute, ce d'autant plus que, comme on le disait, on est quand même sur une année particulièrement difficile. Donc, avoir autant d'optimisme, c'est quelque chose de positif. Moi, je l'explique par le fait que les Finistériens ont véritablement la perception d'un territoire privilégié et en partie préservé aussi. On le voit dans l'évaluation qu'ils font dans le détail de leur cadre de vie. 95% qui sont satisfaits de leur cadre de vie, dont 61% tout à fait. Une importance vraiment beaucoup de solidarité, de ce qu'on a pu voir, des comportements vertueux qui sont adoptés en termes de consommation, de déplacement. Ça montre quand même que les Finistériens semblent avoir une prise en compte de leur territoire et le sentiment que c'est quelque chose qu'ils doivent protéger aussi qui est assez net. Et moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ils ont l'impression, un peu à la façon du village des irréductibles gaulois, le sentiment que c'est un espace un peu privilégié qui est à défendre et qui, du coup, explique pourquoi ils sont d'autant plus optimistes pour ce territoire-là que pour le reste de la France. Merci pour cette réponse. Alors, d'autres questions. Est-ce que la pratique du vélo va être davantage accompagnée par le conseil départemental à l'avenir? C'est plutôt pour moi la question. Oui, c'est un enjeu fort qui a été identifié, pas seulement par le conseil départemental, mais par les collectivités avec lesquelles nous travaillons. C'est quelque chose qui remonte très fortement. Donc, nous construisons un schéma pour pouvoir nous engager dans des objectifs concrets, quantifiés pour les années à venir. Donc oui, un enjeu fort identifié et des traductions dans les politiques publiques dans les temps à venir. Le conseil départemental y prendra toute sa part. Alors, une question concernant l'alimentation locale, donc une question à l'Institut CSA, donc à vous, Monsieur Gentil. Il se dit que le soufflet de l'alimentation locale est retombé aujourd'hui. Comment expliquer le décalage entre l'intention et les actes? Alors ça, c'est toujours un problème des questions d'opinion, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement. Cependant, autant sur la question des modes de déplacement, il s'agissait effectivement d'une question d'intention, de savoir est-ce qu'ils comptaient davantage utiliser les modes de déplacement doux ou collectifs. En revanche, sur la question de la consommation, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a quand même 40%, enfin 39%, donc 4 Finistériens sur 10, qui déclarent qu'ils consomment davantage qu'auparavant de produits locaux depuis le confinement. Donc quand même pour une part certes minoritaire par rapport à l'ensemble de la population du Finistère, mais qui est quand même très très significative, hein. On parle de 40% de la population du Finistère, ils nous disent que leur consommation de produits locaux a augmenté par rapport à ce qu'elle était pré-confinement. Donc je ne sais pas exactement d'où vient l'info que vous avez sur le soufflet qui retomberait. Je n'ai pas les chiffres de la consommation locale dans le Finistère là, au mois de décembre, mais en tout cas au mois d'octobre, ce qu'ils nous ont répondu, c'est que quand même pour 4 sur 10, la consommation qu'ils font de produits locaux est supérieure à celle qu'ils avaient auparavant. Je suis désolé, je ne peux pas amener de réponse plus précise que ça. C'est très bien. C'est vrai qu'entre l'impression et la réalité, ça demande peut-être un peu de temps de recul pour analyser ce sujet, pour savoir si réellement le soufflet est retombé. Je n'en suis pas sûre. Nous voyons nous-mêmes, lors des échanges qui sont construits dans le cadre du projet alimentaire de territoire, que c'est une préoccupation forte et que nous voyons une évolution positive. Donc, peut-être à regarder avec un peu de recul pour voir la traduction réelle à venir. Autre question concernant le débit Internet. Diriez-vous que le débit est satisfaisant dans le département?
Alors, c'est difficile de répondre globalement à une question comme celle-là, parce que selon les endroits où on se trouve dans le département, évidemment, c'est très différent. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes extrêmement vigilants sur le sujet, que nous sommes engagés avec les autres collectivités de Bretagne dans le projet Bretagne très haut débit avec Mégalis. Donc, c'est un sujet sur lequel nous agissons ensemble. Le fibrage de la Bretagne est en cours. Nous avons pour l'instant à peu près 30% du territoire couvert. L'échéance de ce programme, c'est 2029, donc il faut un peu de temps. Nous insistons, en tout cas nous, lors des réunions finistériennes, puisqu'il y a une commission finistérienne, pour faire en sorte de couvrir en priorité les lieux qui sont indiqués prioritaires par les collectivités et par les habitants des territoires eux-mêmes. Donc, c'est un travail collectif de longue haleine, mais nous sommes extrêmement mobilisés et nous intervenons très régulièrement pour faire en sorte que l'avancée se fasse, parce que nous le savons aussi, au bout du monde, même si le cadre de vie est excellent, nos paysages sont magnifiques, nous avons besoin de pouvoir communiquer très rapidement et utiliser les outils informatiques et numériques, peut-être encore plus maintenant avec cette situation de crise sanitaire. Ça nous a démontré notre besoin d'avoir du débit, d'avoir du réseau, d'avoir du volume. Donc nous sommes mobilisés là-dessus. C'est toujours un peu trop long quand on attend, mais nous avons fait en sorte que la couverture soit possible aussi par d'autres moyens. Nous avions construit le réseau Penarben numérique. Il y a une possibilité d'offre satellite, il y a la question de la 4G aussi. Enfin, voilà. Pour l'instant, tout cela est assez complémentaire. Il y a beaucoup d'axes à actionner ou à explorer. Mais nous avançons collectivement, donc avec l'ensemble des collectivités de Bretagne là-dessus. Je n'ai pas d'autres questions, il me semble, pour l'instant. Ah si, une question sur les opérations d'entraide. Vous avez dit, oui, monsieur Gentil, que les Finistériennes et les Finistériens s'étaient particulièrement mobilisés. La solidarité s'était faite peut-être plus jour encore que d'habitude dans le Finistère pendant cette période de crise sanitaire. Donc la question, comment la collectivité des solidarités accompagne-t-elle les Finistériens en difficulté dans la période? Alors déjà, elle les accompagne toujours. C'est vrai qu'il y a dans nos politiques une attention particulière aux personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Mais nous avons accentué parce que nous avons aussi vu qu'il y a de nouveaux visages de la précarité et de la difficulté. Donc, nous avons mis en place des dispositifs spécifiques. Notamment, nous avons adapté nos aides d'urgence pour pouvoir être plus réactifs. Notre volonté, c'est d'être évidemment réactif dans la réponse et rapide dans la réponse. Nous avons mis en place des plateformes pour avoir un accès facilité à nos dispositifs. Un numéro vert, par exemple, aussi logement pour éviter et pour prévenir les impayés de loyer et prévenir les difficultés des ménages. Et puis, nous avons des agents qui se sont mobilisés très fortement pendant cette période de crise sanitaire et qui se sont mobilisés aussi, pas seulement dans les missions départementales, mais pour accompagner les missions d'autres. Et puis, nous avons en Finistère un secteur associatif très présent, très fort. Je pense que ça contribue à faire que ces réseaux de solidarité se construisent. On peut s'appuyer sur ces réseaux associatifs pour fonctionner. Mais nous avons donc adapté un certain nombre de dispositifs et puis nous avons à construire aussi pour la suite parce qu'évidemment, il y a la phase d'urgence et nous sommes présents, nous avons été présents là-dessus. Mais je pense malheureusement qu'il y a une forme de durabilité qui arrive et si nous n'intervenons pas en amont, c'est-à-dire en prévention des difficultés plutôt que simplement en accompagnement des personnes qui les rencontrent, eh bien, nous ne pourrons pas aller assez loin dans les politiques publiques. Donc, il nous faut travailler beaucoup sur la prévention. C'est le temps qui s'ouvre maintenant aussi à venir. Et lors des échanges que nous avons avec les
les communautés de communes, les élus des communautés de communes, nous n'avons sûrement jamais eu autant de questions sur la cohésion, sur la solidarité. Donc, je pense que ce travail partenarial pourra encore être approfondi pour avoir des réponses de proximité pour accompagner les habitantes et les habitants de ce département. Mais nous voyons ici dans cette étude, et ça nous aide aussi, qu'il y a une forte attente de solidarité, une forte mobilisation, un aspect positif à cette solidarité qui s'exprime, et nous allons évidemment, bien entendu, nous appuyer là-dessus pour construire nos politiques publiques. Alors, une autre question, existe-t-il une plateforme réunissant les producteurs locaux au niveau départemental qui pourrait également nous permettre d'avoir une vision des atouts de notre territoire, mais également de nos manques? Alors, une plateforme recensant les producteurs locaux, qui est également une plateforme en fait, de mise en relation des producteurs avec les consommateurs, des producteurs et des transformateurs aussi également avec les consommateurs. C'est AgriLocal, donc c'est un dispositif qui n'existe pas que dans le Finistère, qui existe dans d'autres départements, mais AgriLocal 29 s'est déployé depuis quelques années sous l'impulsion du conseil départemental, et nous avons à présent consolidé le réseau d'acheteurs et de fournisseurs, puisque nous avons près de 200 fournisseurs, dont 129 agriculteurs, agricultrices et 36 artisans. Et puis 117 acheteurs, dont des collèges publics, tous les collèges publics, presque tous, des communes et puis des établissements médico-sociaux aussi. Ce qu'on appelle en fait la restauration hors domicile peut être concernée par cela. Donc nous avons encore à le déployer, mais il trouve déjà toute sa place dans le quotidien de travail des équipes de restauration hors domicile. Nous poursuivons cet accompagnement au quotidien avec l'appui des partenaires qui sont la Chambre d'agriculture notamment et la Maison de l'agriculture, la Maison de la bio en Finistère. Nous avons aussi un certain nombre de collèges qui participent à des opérations pour mettre cela en valeur. Voilà, donc nous appuyons les collectivités dans leur souhait d'approvisionnement local en restauration collective, et nous continuerons à le faire. Alors, j'interroge sur d'autres questions. Non. Écoutez, ça tombe bien parce que nous arrivons au terme de ce Facebook Live. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Merci, Monsieur Gentil, déjà pour cette présentation, pour sa disponibilité pour les réponses. Remercier celles et ceux qui ont assuré la préparation et puis aussi la technique, la mise en œuvre technique de ce Facebook Live, et puis bien entendu toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis en direct là et qui ont interagi, qui nous ont posé des questions. Ce Facebook Live a été enregistré, donc il sera diffusé, disponible en replay sur Facebook et sur les sites web du conseil départemental. Donc vous aurez l'opportunité, si vous l'avez trouvé intéressante et parlante, d'en faire la promotion autour de vous. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Bonne fin de journée et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci, très bonne fête à vous aussi. Merci.